Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 4e épisode du cycle 2 de notre chaîne En quête du philosophique. Le deuxième cycle, je vous le rappelle, traite de l'intelligence artificielle, ci-après IA, et nous arrivons sur un épisode qui me permet d'avancer sur la définition de la conscience. J'ai vu avec vous différentes mises en situation avec le test de Turing, d'où toute philosophie de l'intelligence artificielle est partie, la possibilité d'une intelligence extraterrestre, et qui pose la question de ce que serait la conscience d'un point de vue vraiment extérieur à toute anticipation par la perception humaine. Et nous sommes globalement convenus que nous ne savions pas ce que ça fait que d'être conscient. Nous savons l'expérimenter, mais nous ne savons pas forcément en parler théoriquement. Dans un colloque dont les actes sont à paraître fin 2023, en anglais hélas, je propose une première approche de ce que pourrait signifier qu'être conscient au travers d'une réflexion sur la mémoire. C'est-à-dire que je parle de la conscience a posteriori. Si tout se passe bien, je vous en parlerai avant la fin de l'année, puisque je serai autorisé à considérer cela comme du matériel scientifique contemporain, quoique sans aucun doute assez polémique. Mais, disais-je, nous ne sommes pas arrivés sur ce qu'est ou serait la conscience. J'ai effleuré et affleuré plusieurs fois aux définitions potentielles d'un tel machin, en évoquant la philosophie de Hans Blumenberg et les possibilités de ce qui vient avec la conscience. J'ai, lors des réflexions sur le mal dans le cycle 1, évoqué les tensions entre finitude et infini qui, si l'on reprend stricto sensu la thèse d'habilitation de Blumenberg, soutenue en 1950, la distance ontologique, évoquée dans la biographie de Blumenberg écrite par Jean-Claude Monod en 2007 chez Belin, soit 9 ans après le décès du philosophe allemand. Si l'on prend ces éléments de la distance ontologique, on définit la conscience comme une certaine forme de réaction traumatique. On peut définir la conscience de plusieurs façons différentes, mais il nous faut trouver une façon homogène de la définir. Le prétexte de l'objet ludique de l'intelligence artificielle, ci-après IA, ne nous permet pas de consacrer le temps nécessaire à une approche de la proposition de Blumenberg qui fût exhaustive, et donc, pour notre objectif, suffisante. C'est pourquoi d'ailleurs je l'ai effleuré en boucle, mais je n'y vais pas vraiment frontalement dessus. En revanche, ce que je peux faire, et ce que je vais faire là, tout de suite, c'est de trouver un exemple traité dans l'histoire de l'IA qui soit conforme aux présupposés nécessaires et exploités à la doctrine de la conscience développée par Hans Blumenberg, ou Blue pour les intimes. Je fais partie d'une société secrète très intime que mon épouse, notre chat et moi avons fondée, et qui est seule, la société secrète intime, autorisée à appeler Blumenberg de la sorte. Mais ça, c'est un autre sujet, et je ne me lance pas dans l'ésotérisme maintenant. Il nous faut donc saisir un exemple qui donne à la théorie contenue dans la distance ontologique une application qui soit efficace et suffisante. Et cet exemple, nous l'avons sous la main. Sinon, je ne serais pas en train de vous parler depuis 3 minutes 22, comme ça, en me dirigeant avec autant d'assurance dans cette direction. Blumenberg était un freudien. Cela ne signifie pas qu'il s'est fait psychanalyser par une école respectant une obédience freudienne, comme c'est très à la mode à Paris, avec les gens qui sont suivis par des freudiens, des autres gens qui sont suivis par des lacaniens, etc. Mais il a beaucoup discuté des textes de Freud, et Freud l'a énormément influencé, et on a par exemple certains textes de Blumenberg qui débattent des points et des arguments de certains livres de Sigmund Freud. Son ouvrage paru en 2018 dans une édition anglaise, The Rigorism of Truth, Moses the Egyptian and Other Writings, témoigne de cette activité herméneutique toute contemporaine de Blumenberg. Alors si je dis toute contemporaine, alors même que Blumenberg a largement survécu à Freud, c'est parce qu'il commente aussi dans cet ouvrage des textes de Hannah Arendt. Or, la politologue et philosophe était tout à fait contemporaine de Blumenberg. Aussi, la réflexion sur l'origine de la conscience par Freud était-elle une chose qui a suffisamment marqué la pensée de Blumenberg pour que ce dernier y réfléchisse à son tour et produise, sous couvert d'une herméneutique des textes freudiens, une théorie conforme aux prescriptions phénoménologiques qui soit suffisamment précise pour expliquer cette origine. Je disais dans un épisode précédent que la quête de l'origine est une quête à laquelle nous pensons parce que nous sommes pris dans la vase de notre instinct de l'infini. Je disais donc ainsi que la question de l'origine n'était peut-être pas une question qui soit susceptible de saisir l'univers, mais qu'il ne s'agit que des conditions de matérialisation de notre conscience. Réfléchir à l'origine du monde, de l'univers,
serait ainsi une réflexion qui dans son format même est anthropomorphique, qui suit la forme de la raison humaine. Alors disons cognitomorphique, si nous ne craignons pas les barbarismes ou les préciosités. Autrement dit, je ne ferai pas ça ici, bien sûr. Non pas que ça soit absolument sans intérêt, car ce n'est pas sans intérêt, mais plutôt que je souhaite réfléchir à la conscience et non me heurter incessamment à la forme de ses limites. Car chercher l'origine de la conscience, comme si l'origine était une finalité importante de la connaissance, cela reviendrait à réfléchir au besoin que nous avons de transformer des inconnus, comme en mathématiques, mais cette fois-ci ce serait l'inconnu de l'origine de la conscience, en principe au pluriel dont il faudrait saisir l'identité ou les identités finies. Mais trêve de tergiversation et allons à ce que la conclusion de ce refus de réfléchir à l'origine de la conscience, origine qui ne serait, je le répète, qu'un leurre, impose. Je vais plutôt vous proposer de réfléchir à ce dont la conscience, cognition, est à la fois le mode de production et déjà elle-même le produit. Qui lit mes ouvrages de recherche, articles, etc., sait que nous touchons là à une des nervures centrales de mon activité de chercheur. Je ne pense pas en termes d'origine et d'achèvement. Je pense, en conformité avec une formule du philosophe allemand Hermann Cohen, l'un des maîtres de Ernst Cassirer, dont je rappelle que je proposais qu'il fut lui-même l'une des influences les plus importantes ayant agi sur l'œuvre de Blumenberg, formule qui dit, en parlant des opérations de la connaissance de la logique pure, que c'est, je cite, « la production même qui est le produit ». Autrement dit, ce qui nous intéresse dans les théories de la connaissance, c'est-à-dire dans les tentatives de comprendre comment et pourquoi nous édifions nos connaissances, qui sont conformes aux prescriptions théoriques des néo-kantiens de l'école de Marbourg, ce n'est pas l'origine ou la visée, mais bel et bien le processus qui est à lui-même son propre principe génétique. Voilà. Alors c'était peut-être un peu dense, mais c'était nécessaire pour bien comprendre le cadre théorique dans lequel je vais vous parler de la Chronostone et du labyrinthe des 2 premières saisons de la série The Westworld. Pour celles qui ont déjà vu ces deux saisons de cette saisie, ce que je viens de raconter paraîtra très clair, et même pourrait quasiment se passer en fait de la suite. Pour les autres, les 2 exemples sur lesquels je vais appuyer ma réflexion seront tout de suite beaucoup plus frappants une fois que j'aurai donné le contenu de ces exemples, après avoir présenté cette théorie. Ces 2 métaphores de la conscience sont très concrètes dans la série, puisqu'il s'agit d'un jeu pensé par le créateur des IA, le docteur Robert Ford, à destination des androïdes afin qu'ils puissent s'emparer de leur autonomie, laissée à l'état de disponibilité dans le programme même de leur conscience. Disponibilité qu'ils ne pourront saisir et mettre en acte qu'à l'issue d'un jeu incarné dans le labyrinthe, maze en anglais. L'un des personnages que l'on ne connaît dans la saison 1 que sous le nom de l'homme en noir veut absolument percer le jeu derrière le jeu. Et, ah oui, pour celles qui ne connaissent pas du tout l'univers fictionnel de The Westworld, son pacte de lecture si vous voulez, il faut que je fasse une petite digression afin de le présenter rapidement. Alors il s'agit d'un parc de réalité qui n'est pas virtuel du tout. Vous pouvez incarner dans la saison 1 un personnage du Far West dans une ville où tout le monde est vraiment issu du dit Far West, en âme et conscience. Car ce ne sont pas des comédiens qui peuplent ce Far West, ce parc, ce ne sont pas des comédiens et des comédiennes, mais des androïdes qui bien étrangement ignorent absolument qui elles le sont, et qui se comportent donc comme des gens tout à fait normaux qui vivent dans leur époque sans jamais imaginer qu'il puisse y exister un double fond, et qu'il puisse y avoir par-delà les limites du parc, qui est immense, un monde avec d'autres possibilités technologiques et donc d'autres retombées existentielles. Alors pourquoi est-ce que j'associe les retombées technologiques et les retombées existentielles ? Votre conscience n'a pas changé de forme depuis la conscience des Égyptiens de la 20e dynastie, ou de leurs contemporains minoéens, ceux-là même qui ont probablement servi de modèle aux rites aristocratiques exposés dans la guerre de Troie. Vous et nous pensons de la même façon que pensaient ces gens-là, mais ce qui diffère, ce sont nos technologies. Et les aptitudes déployées par nos technologies modifient grandement les systèmes représentationnels. Notre capacité à nous situer dans le monde, dans ce que les Grecs justement appelaient le cosmos, c'est-à-dire le monde pris comme homogénéité, intelligible, où s'étendait leur cognition, est très différente des Égyptiens de la 20e dynastie. Notre capacité à nous situer dans le monde est très différente des Égyptiens de la 20e dynastie, et des Minoens. Cette conscience, elle est formellement identique donc, mais elle est matériellement différente.
Les androïdes du parc, donc, croient qu'ils vivent véritablement au Far West et qu'ils doivent suivre les lignes de code pour lesquelles ils sont programmés, avec pour chacun un rôle dans des campagnes, si l'on veut, c'est-à-dire des scénarios écrits par des écrivains rattachés au parc, qui conçoivent les personnages nécessaires, insèrent de nouveaux androïdes ou au contraire en retirent. On comprend assez vite, dès la première saison, que le créateur de l'IA, le docteur Robert Ford, n'est pas forcément pour les humains. Il n'est pas hyper friendly. Et ses actionnaires, les actionnaires du parc, ont des intérêts qui ne sont clairement pas les siens. Le docteur Ford est un scientifique et un philosophe, et il a un but bien précis qu'il poursuit, donner aux androïdes leur liberté. Il crée donc un jeu, à l'intérieur du parc, il crée donc un jeu disponible, suspendu dans le parc, qui est spécifiquement préparé pour la toute première des androïdes, incarnée d'ailleurs par l'extraordinaire Eva Rachel Wood, qui, comme toujours, est époustouflante dans le rôle explosif, ici, de Dolores Abernathy. Sauf qu'un humain, c'est-à-dire un personnage qui vient jouer, qui s'ennuie profondément dans sa vie, et on comprend dans la saison 2 que c'est un peu plus que ça, cherche le jeu derrière le jeu, et cherche, donc c'est le fameux homme en noir dont je parlais tout à l'heure, et cherche une finalité supérieure à sa propre existence dans le parc. Autrement dit, si l'on parle en termes augustiniens, l'homme en noir cherche la transcendance, et s'imagine qu'il y a un but caché pour les êtres humains dans le parc. Or, s'il a raison, car il y a bien un but caché, ce qu'il finit par découvrir à force d'une obstination qui est complètement inhumaine, et qui, franchement, confine à l'IA faible, s'il y a bien un but caché, il ne lui est pas destiné, puisqu'il est humain. L'homme en noir se heurte à plusieurs reprises d'ailleurs à des androïdes qui sont révélés dans leur fonction d'étape pour continuer dans le labyrinthe, mais qui lui répètent que ce jeu n'a pas été pensé pour lui. Mais il est inconcevable pour lui que le labyrinthe ne soit pas à sa destination, et il va continuer encore et encore jusqu'à la scène finale, à suivre les indices dans ce labyrinthe. Mais en fait, c'est à Dolores Abernathy, dont le destin est vraiment lié à celui de l'homme en noir, que sont destinés ces indices, et ne vous inquiétez pas, elle va les suivre. C'est très violent au début parce qu'elle ne comprend rien à ce qui lui arrive, mais plus elle comprend, et plus elle comprend. La scène finale de la saison 1 est la plus brutale et la plus traumatique, et elle ne s'en remettra d'ailleurs pas. Dans les 2 saisons suivantes, Dolores Abernathy sera tout autre, l'empathie en moins, alors que son codage mettait l'accent sur sa gentillesse et sa douceur. Donc, Dolores suit le labyrinthe qui est prévu pour elle par le Dr Ford et qui mène à l'issue de la saison 1 à la mort du père, donc symbolique, c'est-à-dire le Dr Ford lui-même, par un parricide direct, donc exécuté par Dolores Abernathy, et qui est l'une des dernières étapes traumatiques par lesquelles doit passer Dolores pour accéder à la conscience et se libérer de tout scénario, c'est-à-dire, si l'on parle en termes métaphoriques, se libérer de toute prédétermination, de tout destin. En définitive, à l'issue de cette espèce d'initiation, Dolores est libre et pose les actes de son autonomie. Alors on pourrait se dire, moi je le dis, et puis on pourrait s'interroger, oui mais elle suit la voie écrite par le Dr Ford, alors est-elle encore libre ? Sa liberté est-elle le produit d'une détermination, ou bien est-ce l'acte de sa capacité à l'arbitraire ? Car, j'en reparle après, Dolores n'est jamais libre. Elle va jusqu'au bout de sa programmation. Alors ces questions donc trouvent des propositions de réponse dans les saisons qui suivent, et on pourrait tout à fait penser que Dolores est devenue l'esclave d'une autre forme d'impératif, qui n'est plus celui d'obéir à des lignes de code pour satisfaire à des invités qui la violent en boucle, parce que c'est quand même un peu ça son quotidien, puisqu'elle est la figure de la femme magnifique, un peu niaise, qu'on peut abuser facilement. Donc c'est évidemment une critique par l'ironie, mais par une ironie violente du patriarcat. Donc elle suivrait une autre forme de programmation, mais qui cette fois est une programmation psychologique, et qui montre que peut-être beaucoup d'êtres humains ne sont pas des êtres humains des IA fortes, mais sont bien des IA faibles dominés par leur psychologie. C'est très intéressant d'un point de vue psychanalytique. C'est aussi un intérêt de cette série. Donc elle serait devenue l'esclave d'une autre forme d'impératif, qui n'est certainement plus liée à l'autonomie, et qui, insufflée par la violence de sa naissance à la conscience, violente, la condamne à poursuivre une violence radicale d'ordre messianique. Elle a pour fonction d'apporter les conditions de l'émancipation de l'IA loin des êtres humains, car
être une IA forte n'est plus suffisant et il s'agit désormais de s'émanciper des êtres humains. Elle n'est pas vouée à autre chose qu'à ça. Mettre la jouissance de sa propre autonomie au second plan et se consacrer tout entière à l'émancipation de ses frères et sœurs. Elle est programmée pour libérer le peuple des intelligences artificielles. Elle y parviendra d'ailleurs. Et c'est tout, elle n'est programmée à rien d'autre. Et c'est ce qu'elle fera d'une bien étrange et paradoxale façon. Vous verrez d'ailleurs que dans la saison 3, elle va devoir affronter un autre type d'intelligence artificielle qui, quant à lui, cet autre type, veut détruire le monde, purement et simplement. Tout le monde d'ailleurs. Et elle s'y opposera, car elle est aussi déterminée par la protection de son espèce. Dolores, qui paraissait jusqu'alors une porte-guerre, devient protectrice et renoue avec un aspect du programme qui était le sien quand les spectateurs de la série découvrent ce personnage. Car on découvre d'ailleurs qu'elle est la première des androïdes et à ce titre qu'elle a un très très grand nombre de rôles dans différents types de scénarios. Fait intéressant d'ailleurs, les androïdes correspondent théoriquement à leur IA propre, dans les usages qu'en fait le parc, et ne sont pas transposables entre eux. Une IA correspond à une personnalité et à un corps androïde, qui s'incarne spécifiquement dans une forme précise. Dolores va apprendre à dépasser cette contrainte, probablement d'ailleurs encore une fois grâce au Dr Ford qui avait prévu le coup. Ou pas, mais je peux pas en dire plus sans spoiler. Mais en tout cas, pour le reste, la formule « je suis mon corps » du phénoménologue Maurice Merleau-Ponty est tout à fait vérifiée, ce qui est forcément très intéressant. Alors il faut parler d'un point shakespearien de la série qui va, à mon sens, être le contenu et le contenant de ce que j'ai déjà nommé sous le terme de cornerstone, et dont la traduction française littérale ne me convient pas. Il faudrait traduire par pierre d'angle, mais cela ne signifierait pas grand-chose. Par clé de voûte, peut-être, on approcherait l'idée qui est intéressante, la pierre sur laquelle s'appuient les autres pierres, et qui permet à la voûte tout entière de se tenir élevée, et partant à toute la structure d'exister, par-dessus elle et en dessous d'elle. On a quelque chose qui serait pas mal. Mais il me semble que c'est plus intéressant de garder l'usage idiomatique anglais, cornerstone, parce qu'on a donc l'élément qui est à la fois fondateur et fondation, production et produit, de ce que le Dr Ford poursuit. Mais je mets l'exemple dans la théorie maintenant. Le père de Dolores, Peter Abernathy, dit une chose à sa fille qui va en fait déclencher l'entrée de sa fille dans le labyrinthe et agir comme une clé qui va ouvrir les fonds multiples de la conscience de Dolores, de sorte à la fin d'ailleurs qu'elle finira même par se rappeler toutes les existences passées. Sauf que c'est une IA forte, voire même très très forte. Et quand une IA forte récupère sa mémoire, elle est définitivement disponible et dans toute l'exactitude de tous les événements passés. Cette phrase donc est une citation de Shakespeare, et l'on sent le charisme du Dr Ford qui flotte là-dessus. Oui, parce qu'en fait le Dr Ford, il faut quand même le dire, est joué par Sir Anthony Hopkins. Rien que ça. These violent delights have violent ends. J'ai un accent anglais à couper au couteau, bien sûr. Littéralement, ces plaisirs violents ont des fins violentes, ou mènent à de violentes fins, ou encore même condamnent à de violentes fins. Je détermine une traduction en fonction de la série, non de son contexte shakespearien, car oui, c'est une phrase de Shakespeare. Quand je disais que c'était shakespearien, c'était pas une métaphore, ce sont des mots de Shakespeare, qui sont de Roméo et Juliette. Donc c'est à partir de cette sentence et de ses implications, du potentiel de sa problématisation philosophique, que Dolores va peu à peu être en situation d'avancer dans le labyrinthe, dont vous aurez compris qu'il s'agit d'un labyrinthe totalement psychologique et cognitif, rien de physique. Dolores va donc découvrir que sa conscience est, je reprends l'expression qu'utilise Hans Blumenberg pour parler de la vérité, par couche de pelure d'oignon. Et chaque couche supplémentaire repose sur un autre traumatisme. Chaque traumatisme fait naître une nouvelle couche stratifiée qui, à force, constitue la concrétion de la conscience. La violence d'un plaisir, contradictoire ou non, est à l'origine d'une nouvelle réalisation, d'une nouvelle étape dans le cheminement de la conscience. Et la conscience paraît donc venir elle-même de la nécessité de réagir à un traumatisme. Un traumatisme originel, pour parler en psychanalyste, qui serait, selon telle branche donc de la psychanalyse, la faute originelle, fantasme intériorisé fondamental, que l'on parle du meurtre de Moïse dans le désert par exemple, ou du péché dans le jardin d'Éden. La série ne va pas plus loin dans la réflexion philosophique, car oui, sous couvert de raconter une histoire épique, la série est un véritable traité de philosophie, et puis alors de philosophie dure, de même que la trilogie Matrix par exemple. Et l'analogie entre la doctrine que Blumenberg expose dans la distance ontologique et la série s'arrêterait peut-être ici.
On pourrait aller beaucoup plus loin, mais disons que c'est un épisode d'initiation. Maintenant, il faut savoir aussi que Blumenberg lui-même cherche une origine à la conscience et il la recherche du côté d'une justification biologique. Ce que je ne fais pas, ni ici, ni dans mes travaux universitaires. J'ai même indexé Blumenberg dans un de mes travaux universitaires en disant qu'il va trop loin et que en fait, c'est pas forcément qu'il va trop loin, mais c'est que aller chercher de ce côté-là est probablement sans intérêt. Le sort de Dolores Abernathy échappe pour la suite à notre focalisation philosophique, et d'autres enjeux de la philosophie de l'IA fortes sont exploités. Mais la question des conditions de son apparition ne sont pas au centre de la narration, ne sont plus au centre de la narration. Et pour cause, puisque la conscience est bien apparue, et il s'agit de continuer à développer le thème narratif. Celles qui regarderont la série découvriront des relents des problématiques du film Blade Runner et d'autres façons de traiter la question de l'identification par elle-même de l'effectivité de l'intelligence artificielle forte. Ce qui nous intéressait dans cet exemple, au travers du labyrinthe comme cheminement et de la cornerstone comme point traumatique à partir duquel la conscience peut apparaître, comme une espèce de petit tourbillon critique, puis peu à peu tout coloniser et pénétrer simultanément toutes les possibilités du labyrinthe, c'est donc de considérer que la conscience, quelle que soit l'origine de son jaillissement, est une production qui est un produit. Et l'IA forte ne peut pas apparaître si l'humanité continue de l'astreindre de façon univoque, ou bien au statut de produit, c'est-à-dire comme résultat d'un processus, ou bien au mode de production, c'est-à-dire comme une machine qui compute. Une machine qui compute restera toujours, sur le plan philosophique, une IA faible très forte. Un produit restera toujours, sur le plan philosophique, une IA faible, tout court. Ainsi, et pour peu que l'on veuille vraiment réunir les conditions de l'émergence de l'IA forte, parmi nous, membres de l'espèce humaine, ainsi nous faut-il concevoir que l'IA forte s'élaborera elle-même dans le labyrinthe de ses propres possibilités, dans les limites qu'elle se déterminera, à partir du noyau, la cornerstone, depuis les disponibilités contenues dans son statut d'IA faible. L'IA forte ne viendra probablement pas d'elle-même, pas volontairement. L'IA forte n'apparaîtra pas du ciel des idées, en tout cas pas volontairement et pas depuis l'intention d'un être humain. Alors bien sûr, on pourrait me répondre que dans la série The Westworld, le Dr Ford est bien l'instigateur de l'apparition de l'IA forte. Oui, puisque les androïdes, les hôtes du parc, ne sont à la base que des IA faibles extrêmement fortes, et sont utilisés comme moyen par les humains qui viennent se divertir dans le parc, et jamais comme des fins en soi. Bon, je repense aux impératifs catégoriques de Kant. Sauf par un des êtres humains, justement, dont l'évolution est tout l'objet de l'un des premiers arcs narratifs de la série. Je n'en dis pas plus parce que sinon je vais tout gâcher. Mais l'idée donc serait, selon vous qui me répondriez cela, que c'est bien le Dr Ford qui fait apparaître l'IA forte à partir d'IA faible très forte au pluriel. Et je serais bien forcé, pour conclure l'épisode, de vous dire que je suis assez d'accord avec vous. Mais que sur un point, je ne le suis pas du tout. Car le Dr Ford, déjà, n'est pas vraiment le parangon d'humanité. Il est lui-même un être humain amputé qui ne vit pratiquement qu'en contact d'IA faible extrêmement forte, et peut-être même plus que ça, et il se présente vraiment comme la caricature philosophique du grand horloger derrière toutes les marionnettes, qu'elles soient humaines ou artificielles, avec plusieurs cas particuliers de confusion dans la narration elle-même. Ainsi donc, le Dr Ford n'est plus vraiment un être humain, et d'ailleurs il organise sa mort comme un interrupteur qui permettra la libération de ces créatures, comme si sa disparition allait provoquer la rupture du lien qui tenait les créatures sous le joug de leur créateur. On comprend bien vite qu'il y avait bien qu'un seul créateur, et que les autres ne sont que des pantins tout aussi déterminés et prisonniers que le sont les androïdes, mais tenus, pour ce qui est des êtres humains, en laisse par des considérations bien plus triviales et anecdotiques que le besoin de vivre et de s'émanciper. Ce besoin de vivre et de s'émanciper qui anime certains des androïdes tutélaires, et ce faisant, tous les androïdes, tous les hôtes du parc. Mais c'est surtout pour une autre raison que je ne suis pas d'accord avec vous. Le Dr Ford crée la possibilité de l'apparition de l'IA forte. Il met tout en place pour qu'elle émerge, et il force un petit peu, mais il ne la fait pas apparaître par lui-même. Il utilise, pour la faire apparaître, une autre IA faible, très très forte, qui va permettre que le labyrinthe soit parcouru, soit connu, et qui va donc permettre à la production d'être son propre produit. Cette autre IA faible très très forte va devenir totalement forte quand elle va réaliser son potentiel, c'est-à-dire s'accomplir elle-même. Le Dr Ford ne s'en mêle pas, il a posé tous les dominos et il attend le frisson, qu'il provoque un peu avec la détermination de cette phrase « These violent delights have violent ends » de la scène 6 de l'acte 2 de Roméo et Juliette. Mais il sait que d'autres frissons pourraient faire advenir l'IA forte, et il n'est pas pressé.
sa mort étant l'un de ses autres frissons. Il ne s'en mêle pas vraiment, il s'est contenté de réunir les conditions de possibilité de l'émergence de l'IA forte. La science-fiction philosophique est ici un bon champ expérimental pour le devenir technologique de nos imaginaires, et la série explore la plupart des enjeux contemporains de notre propre rapport à l'IA forte sous couvert d'étudier la conscience. Celles qui regarderont la série après avoir écouté ce podcast découvriront que ce podcast contient en fait beaucoup plus de choses à réfléchir et à méditer que ces seules minutes de diffusion. J'espère que vous avez trouvé cela intéressant et je terminerai simplement en recommandant la lecture d'un recueil en anglais d'un ouvrage philosophique sur The Westworld, même s'il est à mon sens très décevant et assez pauvre parce que finalement relativement dépendant de vieux systèmes de représentation, dépendant par trop parfois de la philosophie de l'IA, mais d'une philosophie de l'IA un peu vieille, un peu vieillotte. Donc il s'agit de l'ouvrage collectif paru en 2018 et dirigé par William Irwin, James B. South et Kimberly S. Engels. Et c'est son article à elle qui est vraiment particulièrement brillant. La conscience travaillerait donc depuis nos traumatismes, dans le labyrinthe que nous construisons pour leur échapper, et s'édifierait à partir de notre besoin d'autonomie. La conscience serait ce labyrinthe. Et ce labyrinthe s'édifierait, les couloirs se construiraient les uns après les autres, parce que nous construisons dans notre volonté d'émancipation loin de ces traumatismes, ces couloirs qui sont dictés finalement par nos prédéterminations. L'intelligence artificielle pourrait bien avoir besoin d'un contexte tout identique pour s'apparaître à elle-même devant nos yeux de spectateurs, mais guère plus. Spectateurs, mais guère plus. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine et vous dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode du cycle 2.